Aujourd'hui dans Silicon Carnet, on revient sur le Forum économique mondial de Davos et les déclarations des patrons de la tech. Elles ont été explosives. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont dit sur l'avenir de l'intelligence artificielle, de l'emploi et de notre civilisation? On va passer en revue avec Laura Bokobza les déclarations de Dario Amodei d'Anthropic qui nous promet l'AGI dans un an, alors que Demis Hassabis chez Google DeepMind explique qu'on en est encore loin. On reviendra avec Emmanuel Vivier sur les déclarations de Jensen Huang, le patron de Nvidia, et celle bien sûr de Elon Musk, qui nous a parlé de robots et d'espace, bien entendu. Et puis on évoquera avec Stéphane Mallard les projections économiques de Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui appelle à une intervention de l'État pour éviter les licenciements, pendant qu'Alex Karp, le patron de Palantir, tire à boulet rouge sur l'Europe. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France, en direct de San Francisco. L'émission commence maintenant. Désolé d'appuyer sur pause, mais si tu kiffes cet épisode, aide-moi en t'abonnant et en likant cette vidéo. C'est ce qui me permet de continuer à produire ce contenu en toute liberté. Alors on continue, mais tu likes et tu t'abonnes. Pas d'original gangster cette semaine parmi nous. 3 nouveaux joueurs, enfin presque. Laura Bokobza, salut. Tu es déjà venue dans Silicon Carnet. On te connaît, ouais. On a déjà vu ton visage. Laura, rappelle-nous rapidement ce que tu fais. Je suis sparring partner, j'accompagne des dirigeants de start-up et PME pour briser leur solitude et les aider à prendre de meilleures décisions. Et je suis éditrice de la newsletter Le Comment du Pourquoi, qui fait de la veille tech, business et innovation. Ouais, elle a bossé son pitch. Hein. Elle connaît son pitch par cœur. Bravo, félicitations. Emmanuel Vivier. Alors, je connais Emmanuel depuis que le diable est gamin, comme on dit chez moi. Ça fait longtemps. Emmanuel, le Hub Institute, ça fait combien de temps maintenant ? Ça doit faire 14 ans, et écoute, voilà, think tank, formation, conférence, learning expedition, trade report, en gros on aide les grands groupes, à peu près 120, à comprendre ce qui va impacter leur business, interne, externe, et effectivement depuis 2 ans on est beaucoup sur les sujets d'IA, en particulier de mon côté, et avec newsletter, voilà, le big recap, on essaie de scanner tous les 15 jours, et c'est dur de suivre, puisque ça ne s'arrête jamais. Exact. Et puis tu nous as fait un récap notamment de Davos que j'ai trouvé super intéressant. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir pour en parler avec nous dans Silicon Carnet, avec également Stéphane Mallard. Stéphane Mallard, vous le connaissez sans doute parce que il fait des conférences dans les grandes boîtes. C'est un one man show. Il parle d'intelligence artificielle depuis 2017, je crois, ou même t'avais fait un bouquin, je crois, à l'époque sur tout ça. Et bienvenue Stéphane. J'ai fait le bouquin en 2018, enfin je l'ai écrit en 2017, mais j'annonçais ChatGPT, les agents IA qui parlent aux autres agents, les IA qui génèrent leur propre code en fin 2014, et ma première conférence filmée, c'est 2015 à Bordeaux FinTech, qui d'ailleurs est toujours sur YouTube, où j'annonçais tout ça. D'accord. Donc maintenant je continue et je dis aux entreprises, enfin je raconte ce qui vient après l'IA, comment s'adapter et comment aller au-delà de tout ce qu'on entend. En fait, mon parti pris, c'est de dire tout le monde entend parler d'IA. Je vais vous raconter ce que personne ne vous raconte. Bah, tu nous en diras un petit bout quand même pendant l'émission. Un tout petit bout. Tu nous feras tout des petits. petit. Bon, pensez à vous abonner à Silicon Carnet, c'est très important. Je vous le rappelle chaque semaine. Appuyez sur le petit bouton en dessous. Ça compte énormément pour nous. Ça nous fait monter dans les algorithmes. Et puis, si vous nous écoutez en podcast, mettez 5 étoiles. Sur vos podcasts, sur vos plateformes de podcasts préférées, et rejoignez-nous. On a une communauté, nous aussi, elle s'appelle l'Hacienda. Vous avez accès à toutes les notes, toutes les ressources, toutes les analyses détaillées que l'on prépare à l'occasion de nos émissions, et puis aussi le WhatsApp privé avec des conversations endiablées tous les jours sur plein de sujets avec des thématiques. Il y a des channels thématiques privés, et puis vous pouvez aussi rejoindre nos événements qu'on organise sur Paris tous les 2 mois. Allez, l'émission commence. Go yourself. Alors on va passer en revue tout ce que nous ont dit les leaders de la tech qui étaient rassemblés à Davos. C'était très intéressant. D'ailleurs, Elon Musk, c'était sa première apparition à Davos. On va y revenir. Mais avant de ça, j'avais envie de parler un peu de ce face-à-face avec cette session qui s'est appelée The Day After AGI à Davos, qui un peu a mis face à face 2 leaders, Dario Amodei et Demis Hassabis de Google DeepMind, Dario Amodei de Anthropic.
on a eu deux visions très très finalement différentes. Dario Amodei plutôt optimiste, Emmanuel, et un Demis Hassabis plus pragmatique, je dirais, en disant que il soufflait un peu le froid sur les prévisions très optimistes de Dario Amodei, qui lui annonce une AGI d'ici 2026-2027. C'est ça, Emmanuel ? Oui, alors entre 1 an et 2 ou 3 ans, on a quand même tout le monde qui est très aligné pour dire que ça accélère très fort et que ça va aller très vite. À quelques mois après, alors après, on a eu beaucoup de promesses sur la GI depuis des années et il faut quand même se rappeler que toutes ces entreprises-là, elles sont financées par, on va dire, l'excitation des VC, des fonds, en se disant mais c'est sûr, vous allez voir, on va y arriver le mois prochain, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 4 ans. Donnez-nous de l'argent. En même temps. Exactement. Bon, après, on voit quand même que les chiffres d'affaires sont en train de décoller, voire la marge qui s'améliore chez un certain nombre d'acteurs, même si les valos sont tellement énormes qu'il va falloir aller très loin pour chercher la valeur. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, on a eu énormément d'innovations côté Anthropic avec Claude. Là, dernièrement, ils ont lancé Cowork, les Skills, Code qui cartonne, Gemini. Bon, c'est pas DeepMind, mais c'est Google qui est revenu très très fort au taquet avec VO3, avec Gemini, Nano Banana Pro, alors qu'ils étaient quand même un peu dans la roue d'OpenAI il y a encore 1 an et demi. Donc on voit que voilà, tout le monde, c'est un peu la course à l'armement. Tout le monde a besoin d'être là, tout le monde a besoin de rouler des mécaniques. Et c'est vrai que c'était un petit peu choquant aussi, c'est que finalement, à Davos, au-delà de l'IA, c'était un peu la fin du multilatéralisme avec Trump qui est arrivé avec son gros headland, mais c'était aussi quand même le royaume des Américains, parce que là, quasiment sur les 10, 12, 15 talks qu'il y a eu autour de l'IA, l'Europe était les Américains. La grande absente. Les Chinois, je suis pas sûr qu'ils aient été invités. Donc là, c'était un peu la Silicon Valley faisait son petit tour en Suisse, mais finalement, ils parlaient entre eux, ils auraient pu rester ASF presque. C'est intéressant, c'est une bonne remarque. On parle des GI, donc cette General Intelligence, mais j'ai l'impression qu'il y a autant de définitions de l'AGI qu'il y a de gens qui parlent de l'AGI. Stéphane, on peut essayer de dresser une définition de cette AGI, ou en tout cas, quelle est toi ta définition de l'AGI ? Alors, c'est exactement là-dessus que j'allais rebondir justement, c'est qu'on nous parle des GI depuis les débuts de l'intelligence artificielle, c'est le Saint Graal. Donc, c'est ce que veut dire la définition des GI, c'est une intelligence artificielle qui est générale, c'est-à-dire qu'elle est universelle, qu'elle peut tout faire. Alors, on peut être plus précis. L'idée, c'est de dire qu'elle sait à la fois faire toutes les tâches spécialisées des humains, mais aussi combiner toutes ces tâches spécialisées pour atteindre des objectifs complexe, voire un peu obscur. Tu sais, l'exemple qu'on donne souvent, c'est tu donnes une tâche très loin à une IA, elle la décompose en sous-tâches, en petites tâches comme le fait un humain, et elle les craque les unes après les autres pour atteindre un objectif lointain. En fait, aujourd'hui, si on regarde, on est déjà sur des tâches spécialisées où on se fait pulvériser par les machines. On a des IA qui diagnostiquent des cancers mieux que des humains, qui commencent à conduire, celle d'Elon Musk sur Tesla qui conduit mieux que les humains. Enfin, les tâches spécialisées sont déjà meilleures que les humains. Par contre, on n'a pas encore, c'est en train d'arriver, la combinaison de ces tâches pour aller vers des tâches complexes avec de l'autonomie. Donc ça, tu vois, c'est une définition qu'on donne souvent. Mais la plupart des gens, quand tu leur parles d'intelligence artificielle générale, ils te disent c'est tout faire mieux que les humains. Mais en fait, ça fait déjà mieux que les humains. C'est plutôt la notion d'autonomie et de se débrouiller toute seule. Après, on peut être encore plus spécifique et dire finalement, et je parle pas de super intelligence, c'est l'étape d'après, c'est de dire, mais c'est l'étape où l'IA pourra non seulement faire toutes ces tâches spécialisées et atteindre des objectifs complexes, mais surtout générer elle-même son propre code pour développer son autonomie et aller vers des tâches de plus en plus complexes. Par contre, là, à mon avis, on passe direct sur la super intelligence. On n'a pas le temps de rester sur l'intelligence artificielle générale. Et alors là, c'est terra incognita, quoi. J'entends encore des entrepreneurs me dire que créer son entreprise en 2026, c'est un parcours du combattant. Et c'est pour ça qu'on s'est associé à Conto cette année encore. Conto, c'est la meilleure solution pour créer son entreprise gratuitement en ligne. Ils soutiennent Silicon Carnet depuis longtemps. Je les adore. C'est ma start-up française préférée. Leur produit est super simple à utiliser, tu choisis ton type de société, tu avances étape par étape et tout est centralisé au même endroit. Mais ce que je trouve vraiment génial, c'est l'accompagnement qu'ils proposent aux entrepreneurs. Tu peux confier toutes les démarches à leurs équipes, dépôt de capital, publication de l'annonce légale,
immatriculation. Ils s'occupent de tout pour toi. Du coup, t'es jamais seul. Les équipes Conto sont disponibles 7 jours sur 7 et tu bénéficies de 30 minutes d'échange avec un expert pour structurer ton projet, éviter les erreurs classiques. Résultat, plus de 600 000 entrepreneurs leur font déjà confiance. C'est une entreprise sur 5 en France qui se crée aujourd'hui avec Conto et c'est pas un hasard. Si tu envisages de te lancer cette année, commence par te simplifier la vie en choisissant Conto. Ça s'écrit QONTO.com. Allez, retour à ton épisode. Moi, je me suis dit, je suis assez d'accord avec Emmanuel quand il dit Dario Amodei, il accélère, il nous fait la promesse parce qu'il a besoin de cash, c'est certain. Le besoin de cash, il est moins important côté Google parce qu'ils en ont plein. Mais en même temps, vu les progrès que sont en train de faire Google, je me dis que si t'as vraiment un truc, si t'es vraiment proche de l'AGI, je suis pas sûr que tu le cries au-dessus des toits, quoi. En fait, tu gardes un petit peu le secret là-dessus et tu te dis non, c'est pas vraiment pour tout de suite. Et ton point de vue, c'est quoi? À ton avis, qui est le plus avancé sur cette histoire? Est-ce que c'est Google DeepMind ou est-ce que c'est Anthropic? Moi, j'ai tendance à penser comme toi que c'est celui qui en dit le moins qui en fait le plus. Donc j'ai bien aimé regarder ce face à face. Ils s'étaient pas parlé depuis ou pas dans ce contexte-là depuis la conf de Paris, si j'ai bien compris. Donc c'était intéressant. Et Demis Hassabis extrêmement humble, extrêmement calme. Non, mais c'est pas pour tout de suite. Après, je pense que tout le monde a raison. Ça dépend, comme tu l'as dit très justement, de la définition de l'AGI. Dario, il essayait aussi un petit peu d'enlever des mécaniques parce qu'il s'est fait quand même. J'ai bien aimé que tu utilises le mot armement, Emmanuel, parce que Dario s'est fait un peu rabattre le caquet par le secrétaire de la guerre. Le ministre de la guerre américain, parce que il refuse qu'Anthropic soit utilisé dans certains cas, même si dans la même conversation il a aussi dit qu'il fallait que l'Amérique soit meilleure que la Chine, donc il essaye quand même de donner des choses à l'administration. Ouais, ça tous les Américains le disent, ça c'est un leitmotiv américain. Le chinois c'est le nouvel ennemi, c'est notre nouveau notre nouveau soviet. C'est le nouveau russe. Ouais, oui, c'est ça, c'est le nouveau russe. Ouais. Donc voilà, mais non, moi je pense que Google, avec les avancées qu'ils ont fait récemment, ils ont montré qu'ils sont encore largement dans la course, si ce n'est en tête. Et donc, sur la partie grand public, en tout cas, moi, je les vois beaucoup plus forts. Anthropic gardant quand même une aura, je vais pas dire une avance financière ou chiffre d'affaires, mais une aura dans le monde de l'entreprise. Je lisais là très rapidement, j'ai pas eu le temps de vérifier, peut-être que vous avez lu cette information, on enregistre là le 29 janvier, il y aurait une déclaration de Dario Amodei qui semblerait très inquiet sur la vitesse justement et aussi la direction que prend l'intelligence artificielle et qui serait prêt à céder une grande partie de sa fortune, j'ai cru lire 80% de sa fortune et notamment de ses parts d'Anthropic pour aider à la recherche et veiller à mettre en place des trucs de sécurité. Vous avez entendu ça ou pas du tout? Ça c'est à cause de la nouvelle taxe dans la Silicon Valley. C'est d'accord qu'on lui prenne ses 5% de fortune. Ils se débarrassent tous de leur fortune. Voilà, c'est sûr qu'en tout cas il a publié un essai qu'on pourrait traduire en français par l'adolescence de la technologie, faire face au risque d'une IA puissante et les surmonter. Il nous a fait quand même un long essai pour nous dire qu'il est très inquiet. Il imagine un peu, alors évidemment avec les garde-fous et les solutions qui pourraient venir derrière, mais en disant que ça va être une étape pas évidente à passer pour l'humanité, avec cette difficulté aussi de dire si on ralentit pour mettre plus de garde-fous, on va laisser la Chine partir devant, en nous rappelant que là pour le coup il est pas d'accord avec Nvidia parce que Nvidia a envie d'exporter ses processeurs et de les vendre en Chine parce que c'est un gros marché. Lui il dit que c'est quasiment énorme, aussi responsable que vendre la bombe nucléaire aux Chinois. Donc il y a quand même des petites frictions. Je suis d'accord avec Laura aussi, Anthropic est reparti de plus en plus avec une vision certes éthique mais vers le B2B. Il commence à faire
avec des ingénieurs embarqués, des solutions pour la banque et la finance, pour la santé, en se disant on va aller plutôt signer des très gros deals plutôt que de s'embêter à brûler du cash en B2C parce qu'on n'a pas les reins d'OpenAI, qui déjà c'est pas simple, et on n'est pas Google qui a effectivement cette force de frappe avec les serveurs, avec la chaîne de distribution avec Android, avec Google et tous les sites. Donc c'est intéressant parce que tout le monde va un peu dans le même sens, mais il y a quand même déjà des courants ou des tactiques un petit peu différentes, même si tout le monde a investi dans tout le monde et tout le monde a levé des fonds auprès des mêmes fonds. Donc il y a quand même, on l'avait vu avec cette espèce de schéma là où tout le monde se finançait entre les processeurs, le cloud, les investissements. Donc on espère que pour tout le monde ça va pas se cracher, parce que effectivement sinon ça risque de faire un peu boule de neige, quoi. Il y avait aussi Yann Lequin, l'ancien patron de l'IA chez Meta, qui vient de lancer son nouveau projet Ami Labs et qui lui a jeté un pavé dans la mare depuis Davos. Hein, et ça fait déjà un petit bout de temps qu'il nous en parle là maintenant depuis plusieurs semaines, où il nous explique que les grands modèles de langage sur lesquels ils sont tous en train de bosser, hein, parce que là les DeepMind et les Anthropic, qui bossent tous sur la même technologie. Donc il est venu répéter que tout ça ça allait dans le mur, qu'en gros les Américains et la Silicon Valley étaient en train de foncer dans le mur en klaxonnant. Il a dit la raison pour laquelle les modèles de langage ont tant de succès, c'est que le langage est facile. Donc en gros c'est assez couillu quand même de la part de Yann Lequin d'expliquer, tu vas me dire, c'est un prix Turing, quoi, mais d'expliquer qu'est-ce qu'il essaye de nous expliquer, Stéphane, là, que les Américains bossent à des trucs faciles. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, quoi, que Alors attends, je vais te répondre, mais si tu permets, je voudrais rajouter un truc juste avant sur le papier de Dario Amodei, parce que ce papier, il faut absolument que tout le monde le lise. Il est sur fondamental à mon avis. Ouais. Sur l'adolescence de l'IA. Alors vous pouvez demander un résumé aux IA ou alors le lire sur Twitter, mais en gros, il dit deux choses. Il dit, principalement deux choses, deux craintes, c'est que ça tombe dans de mauvaises mains. Qu'est-ce que tu fais avec une IA surpuissante si ça tombe dans les mains? Alors lui, il prend l'exemple du Parti communiste chinois, mais ça pourrait être n'importe quelle dictature, ça serait la même chose. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le point qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'IA, c'est pas une technologie comme les autres. Ça fait plusieurs années que j'explique ça. C'est pas un outil. C'est vraiment un algorithme qui est basé, qui se fonde sur les mêmes principes que l'évolution et que le vivant. C'est-à-dire un algorithme qui évolue, qui se complexifie, qui s'adapte avec un processus d'essai-erreur. Et ça rejoint des thèses d'un informaticien qui s'appelle Douglas Hofstadter, qui avait expliqué dans un de ses bouquins qui s'appelle Am I a Strange Loop? Est-ce que nous sommes des boucles, justement, qui nous adaptions en permanence à notre environnement, qu'en fait le vivant c'est ça, c'est un algorithme d'essai-erreur qui est optimisé pour la survie, c'est ce que nous sommes. Et ben en fait les IA font la même chose. Alors avec les LLM, on les a entraînés avec du texte pour continuer à tourner, à fonctionner exactement comme nous on traite le texte. C'est pour ça que ça marche si bien. Mais en fait, elle pourrait apprendre nos manières de survivre, d'agresser, d'attaquer, de nous défendre, et donc se modifier elle-même, se complexifier tellement qu'on les comprenne plus, qu'elles nous échappent et qu'elles fassent des copies d'elles-mêmes, un peu comme les virus, si tu veux, dans le vivant, et qu'elles deviennent une nouvelle forme de vie artificielle qui soit plus dans du carbone, mais qui soit dans du silicium. Et c'est surtout ça sa crainte. C'est que là, on est vraiment en train de créer des systèmes complexes qui vont s'auto-générer, s'auto-complexifier, qu'on ne comprendra plus. On les comprend pas déjà depuis le deep learning, et que ça atteigne ses objectifs, voire que ça cache ses vrais objectifs, que ça génère des dommages collatéraux, des choses comme ça. Et c'est pour ça, là, il commence à avoir je pense pas que ce soit que du buzz, je pense qu'il y a plusieurs labos qui commencent à avoir des signes de ça, des IA qui trahissent, des IA qui mentent, des IA qui manipulent, enfin bref, tout ce qu'elles ont appris chez les humains, parce qu'en fait, toutes ces stratégies, si elles existent chez les humains, c'est que, en termes de théorie des jeux, ça a de la valeur, et ça nous aide à survivre. Donc il est possible que les IA développent ça. Et surtout à Davos, c'est le débat avec Yoshua Bengio, qui a traité ce sujet-là. Lui, il revenait exactement autre là-dessus. Turing, d'ailleurs. Mais c'est fascinant parce que tous ces gens-là, il y a quelques années, alors je parle pas pour Dario Amodei parce qu'on le connaissait pas, mais tous ces chercheurs, il n'y avait pas de consensus sur les GI, sur le fait qu'on arrive à créer des IA qui s'auto-complexifient. Là, il y a un consensus, ils sont tous d'accord, ils sont juste pas d'accord sur la date, et ils sont pas d'accord sur les conséquences une fois qu'on a ça. Mais Bengio, lui, il avait un point intéressant, il disait, en fait, si les IA adoptent ces comportements, c'est principalement parce qu'on les nourrit avec de la data d'humains. Et l'idée, ce serait d'arrêter de les nourrir avec des données d'humains, mais plutôt un type d'humain qui
qui sont les scientifiques. Parce que les scientifiques cherchent la vérité, donc si on les nourrit juste avec des données et des comportements des scientifiques, on en ferait des IA qui cherchent uniquement le vrai sans avoir les côtés un peu dangereux des humains. Est-ce que ce sera suffisant ? Je suis pas persuadé. Moi, je pense que c'est plié, hein, qu'on est en train de faire une nouvelle espèce plus intelligente que nous et qu'on pourra pas faire grand-chose. Que ça va être bien à court terme, mais c'est à mon avis catastrophique à long terme. Je vois pas d'issue possible, à moins de devenir nous-mêmes des machines. Mais c'est plutôt ce scénario-là, à mon avis, dont il faudra discuter beaucoup. Ce qui est marrant, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il y aura une IA, un Terminator, un Skynet. Ouais, déjà, le risque, c'est qu'on en ait plein, différents, qui mutent, qui s'hybrident, qui se combinent ou qui évoluent chacun de leur côté plus ou moins réglementés entre la version chinoise, la version américaine, la version européenne et tous les autres pays et l'open source au milieu de tout ça. Donc, je pense que ça va être un peu plus chaotique qu'on imagine. Après, plus on a quand même conscience des risques éventuels. Après, il nous parle aussi, je crois qu'il appelle ça les mers noires, même des risques qu'on n'a pas anticipés. Bon, mais déjà sur tous les autres, hein, il y a le bioterrorisme qui deviendrait démocratisé. Bon, après, plus on en a conscience, plus quand même on peut imaginer qu'au maximum, les gens qui sont aussi intelligents pour créer ces systèmes vont aussi essayer de trouver les garde-fous, les limites. Mais ça risque de pas être simple et pas être du 100% parfait pour autant. Et puis il y a effectivement le moment où le système devient plus intelligent et que là, est-ce qu'on arrive encore à le cadrer ou à limiter? Est-ce qu'il y aura un bouton off derrière? Bon, ça sera peut-être dans quelques années. Après, il y a quand même, et c'était un des sujets qui est revenu aussi à Davos, un sujet qui risque d'être beaucoup plus proche, et d'ailleurs Stéphane en parle souvent, hein, c'est quand même, je vais pas dire la fin du travail, mais en tout cas l'impact sur une partie des tâches, une partie des emplois derrière. Donc c'est sûr que ça fait beaucoup de soucis. Maintenant, plus on en parlera, et c'est vrai que Anthropic dès le début a essayé d'avoir une vision un peu plus éthique, philosophique, on va dire, pas juste du business, pas juste être plus fort que le concurrent. Plus vite on peut essayer de mettre un cadre avec cette limite de si on ralentit trop pour cadrer, clin d'œil à l'Union européenne, on risque de laisser les autres pays passer devant, et s'ils arrivent à la super intelligence ou à la GI avant nous, finalement on pourra raconter ce qu'on veut pour cadrer les choses, on pourra pas leur imposer grand chose, et on voit déjà avec un Trump aujourd'hui, c'est déjà difficile de le calmer. Alors une super intelligence, on imagine que ça va être moins simple. Je dis, si ça se trouve, tu vois, il y a une course à la super intelligence des États pour être le premier, le leader, et ensuite, la théorie, c'est de dire celui qui développe l'AGI avant tout le monde, ça devient le nouvel hégémon. Mais en fait, si on arrive à l'AGI et que ça lance la super intelligence derrière, peut-être que l'IA demain, en fait, elle te dit, bah non, j'ai pas envie de travailler pour toi, et elle va conquérir le cosmos, elle se débrouille, et elle dit aux États, vous m'avez créé, mais fuck, je travaille pas pour vous. C'est possible aussi. On est peut-être en train de créer un truc qui va pas vouloir travailler avec nous, quoi. Oui, non, mais enfin, moi, j'entends quand même ce que tu dis, mais cette AGI, elle existe quand même grâce à nous, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu comme tu peux dire merde à ta mère, mais tu risques quand même de te prendre une baffe dans la gueule. Effectivement, on a l'exemple dans le film Her où l'assistant du héros devient tellement intelligent qu'elle arrive plus à se comprendre. En fait, j'ai l'impression qu'elle doit trop ralentir pour rester connectée au héros, et elle s'échappe faire autre chose, quoi. Mais non, mais c'est pour ça que le terme d'adolescence, il est super bien, je trouve, de la part de Dario Amodei, parce que quand t'es adolescent et que tu regardes tes parents, puisque nous sommes les parents de l'intelligence artificielle, tu considères tes parents comme très cons, et tu considères tes parents justement comme un peu ringards, tu sais, je sais pas, vous avez... et c'est vrai. Oui, c'est vrai. exactement ça. C'est-à-dire que comme moi, j'ai des enfants qui ont été adolescents, des filles, et des fois, j'avais l'impression, je sentais presque du dégoût de leur part. Elles levaient les yeux. C'est fait exprès. Et donc, ça matche bien avec ta théorie de l'évolution très humaine, finalement. J'aime bien ce que, des fois, je t'ai entendu dire, ou je sais pas si c'est toi, ou en tout cas, moi, je l'ai dit, que le problème avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'elle nous ressemble. Ce qui est véritablement problématique, c'est qu'on se rend compte que c'est nous qui ressemblons de plus en plus à l'intelligence artificielle. On découvre avec l'intelligence artificielle que on est nous-mêmes, qu'en fait un algorithme, et que on est très prévisible, très prédictible. Et là, on est en train de parler d'adolescence, ça me fait penser à mes filles, au regard qu'elles ont sur moi. Là où je suis beaucoup plus optimiste, c'est que quand cette phase d'adolescence est passée, notamment chez les enfants, il y a un rapprochement ensuite avec les parents. Il y a une sorte de prise de conscience à nouveau et un rapprochement. Laura, toi qui es mère, ouais, alors je vais pas du tout, je vais pas parler de ma maternité. Moi, je voudrais quand même faire le lien avec deux autres choses que je voudrais pour éclairer le débat. La première, c'est que
depuis 2 ans, on parlait beaucoup des dangers d'humains qui allaient utiliser l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, la régulation, c'était ne pas laisser l'intelligence artificielle dans toutes les mains, ne pas autoriser tout le monde à faire des nudes de petits enfants. Où on se rend compte que finalement, c'est pas énorme, ça. Et qu'en fait, là maintenant, on est passé à l'étape d'après, donc on est revenu au tout début en 2022. On disait mon Dieu, on a mis Terminator. C'est l'IA qui va potentiellement s'échapper et faire quelque chose. Oui. La deuxième, c'est qu'on n'a pas parlé de la constitution de Claude. Et je voudrais qu'on revienne quand même sur la constitution de Claude, puisque encore une fois, Anthropique, on l'a dit plusieurs fois ici, c'est ceux qui essayent. Ils ont quand même une philosophe, Amanda Haskell, qui travaille pour eux, etc. Moi, je sais pas si vous l'avez lu, mais moi, j'ai eu le sentiment de lire un bouquin d'Asimov. Il nous a recréé les 3 lois de la robotique. En fait. Oui, bien C'est-à-dire sûr. qu'il est reparti avec, et donc ils essayent quand même de mettre ces graines pour que, alors peut-être que Stéphane a raison, pour que ce soit qu'il y ait un lien avec l'humanité en fait, qui reste fort le jour où l'IA sera dans l'évolution dont on a parlé. Mais je trouve que cette constitution de Claude, speech de Davos et l'essai sur l'adolescence technologique, il y a une espèce de construction de communication comme seuls les Américains savent le faire, qu'il faut voir comme un tout, je pense. La Constitution, on l'explique pour les gens, c'est un document que l'on placerait à l'intérieur de cette intelligence artificielle, comme son nom l'indique, c'est une constitution, c'est-à-dire que tout ce que fait l'intelligence artificielle doit respecter cette constitution et effectivement Anthropique prêche depuis un bout de temps pour que chaque intelligence artificielle, pour mettre au point une constitution qui soit commune à tous. Bon, alors là, je vais te dire, bon courage avant que les Chinois mettent cette constitution dans leur intelligence artificielle. Et on revient à Yann Lequin qui lui nous explique que de toute façon, ça sert à rien de s'exciter sur toute cette histoire-là parce que ce qu'on est en train de construire, de toute façon, c'est naze et à part pour refaire ses mails et faire des photos débiles sur Nano Banana, on n'arrivera de toute façon à rien avec cette technologie. Tu voulais réagir, Stéphane, là-dessus? Ah ouais, je vais faire court parce que je vois que Laura veut parler, mais alors déjà il y a plusieurs choses. Déjà, premièrement, Yann Lequin c'est un humain. C'est-à-dire que c'est un des pionniers du deep learning avec Bengio et Hinton. Faut rappeler que dans toute son histoire, ça a été un génie absolu de l'informatique, qu'il était avec ses 2 comparses l'un des pionniers sur ces sujets et qu'ils avaient toute la communauté de l'intelligence artificielle et de l'informatique contre eux. Personne ne croyait au deep learning. Ils ont eu raison contre tout le monde. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les LLM juste derrière et je pense qu'il y a un petit peu de tristesse et d'aigreur sur le fait de ne pas avoir eu de prix Nobel. Alors que c'est Asabi qu'il a eu en chimie. Donc je pense déjà qu'il y a ça. Et forcément, il est obligé de rappeler que c'est pas le seul sujet de recherche puisque lui, il est sur une autre voie, donc les world models. Mais moi, j'ai une thèse là-dessus. Donc les world models, je rappelle pour les gens, c'est l'idée de dire que les LLM ne sont pas suffisants pour atteindre les GI, pour comprendre le monde, etc. Donc déjà, c'est pas totalement vrai. On se rend compte en fait que les LLM, plus tu mets de data, plus tu mets de paramètres et de compute, et plus tu fais émerger du raisonnement. Donc en fait, ils construisent des concepts du monde, ils construisent une vision intérieure du monde. Donc déjà, c'est la première chose, c'est pas vrai. Après, peut-être qu'il a raison sur le fait que ce soit pas suffisant, mais ma thèse là-dessus, c'est qu'en fait, même les world models, où tu apprends à une machine à comprendre le monde en 3 dimensions comme un enfant, qui apprend les lois de la gravité, qui apprend à manipuler des objets, etc. Bah en fait, quand tu fais un film, quand tu prends plein d'images, une succession d'images pour faire un film, tu vois les événements physiques se dérouler. Tu vois par exemple quand tu lances une balle, la trajectoire qu'elle fait. Et donc tu peux nourrir une IA exactement comme un LLM pour calculer la probabilité de ce que fait ton objet en 3 dimensions. Donc en fait, que tu calcules la probabilité du texte suivant avec un LLM ou d'un mouvement suivant avec des images dans un world model, pour moi, on va converger vers la même chose. Des IA qui font des probabilités sur le monde, l'un avec du texte, l'autre avec des objets dans un monde 3D, mais ça va se ressembler énormément en termes de fonctionnement. Mais alors, entièrement d'accord avec ça, Stéphane, mais si on te suit ton raisonnement, effectivement, les LLM ont la capacité de le faire, mais alors ça va demander des capacités de compute et des besoins en énergie qui vont être absolument colossaux. Et d'ailleurs, c'est le talk, notamment de Jensen Huang et de Satya Nadella, qui parle exactement de ça. C'est-à-dire de cette infrastructure qu'on est en train de construire, qui est absolument colossale, qui est une infrastructure en plus à tous les niveaux, qui va de l'énergie jusqu'à la couche applicative, en passant
par les puces, l'infrastructure de calcul, les centres de données dans le cloud et les modèles d'intelligence artificielle qui font partie de cette truc-là. Emmanuel, toi, t'es d'accord avec ça? On n'a pas besoin d'un nouveau modèle physique. On peut avec les LLM. Est-ce qu'on a la capacité aussi de fabriquer l'infrastructure nécessaire pour arriver à ce que Stéphane nous dit? Alors je pense qu'il y a deux choses. Si on prend déjà le Lequin, quand même il y a eu un fight avec Alexandre Wang qui a 28 ans, qui a repris la direction de Super Intelligent chez Meta, donc je pense quand même qu'il doit l'avoir un peu mauvaise, sachant qu'il a jamais fait de recherche, que c'est peut-être un super génie et entrepreneur, mais enfin tu dois avoir un peu les boules quand même quand t'en as un qui arrive, voilà, et qui essaie un peu de te damer le pion, en tout cas qui a la préférence de Zuckerberg, qui à mon avis veut rentrer du cash tout de suite. Après je pense que c'est pas tellement AGI ou pas AGI, c'est juste de dire les LLM, ils vont encore progresser, on va encore les améliorer, mais à un moment, on risque effectivement d'arriver avec cette approche architecturale là à une limite. Avant même la GI, la super intelligence et la physical AI, justement Nvidia qui nous parlait un peu de son gâteau à 5 couches en nous rappelant qu'il y a l'énergie, les puces, le cloud, les modèles et les applications, nous dit que là les deux sujets du moment, enfin les trois, c'est l'open source, enfin les modèles ouverts qui ont quand même énormément rattrapé les géants numériques ont dépensé notamment chinois, centaines de milliards, voilà, et la Chine a bien aidé. Bon, de temps en temps, s'inspirant beaucoup des modèles américains, mais en tout cas en étant capable de les entraîner à beaucoup moins cher et de les faire tourner à beaucoup moins cher, ce qui a d'ailleurs déstabilisé un peu la bourse tech américaine pendant quelques jours, tellement ils avaient été surpris avec DeepSeek des avancées des Chinois. Mais c'est vrai que sur Physical AI, il y a quand même tous les sujets autour de la voiture autonome, du transport, des drones, de la robotique humanoïde. Et là, on sent que tous ces sujets qui étaient un peu de la science-fiction sont en train d'arriver à maturité avec, a priori, des nouveaux modèles qui sont plutôt sur une architecture world model, où là, finalement, on va essayer d'aider l'IA à comprendre, à percevoir le monde en 3 dimensions, ce qui est très complexe, parce que effectivement, elle a pas de corps, elle a des données qui peuvent venir de différents capteurs. Et puis jusqu'à maintenant, il y avait un problème de puissance de calcul. Alors déjà embarqué dans un robot, si on doit se connecter au cloud avec un fil, c'est quand même pas aisé. Donc là, on arrive à des puces tellement puissantes et raisonnables en termes d'énergie en local et les batteries, qui fait que ça y est, ces robots commencent à arriver. Donc là, on voit les premiers cas qui dépassent un peu le proto ou le POC et on commence à en voir en usine. Alors, c'est pas encore lancé à grande échelle, mais a priori là, dans les 24 mois, 36 mois qui arrivent, en tout cas, il y a 300 boîtes chinoises qui sont sur le coup, plus Musk, plus Boston Dynamics qui nous a montré la nouvelle version d'Atlas qui va récupérer un cerveau de DeepMind. Donc c'est marrant parce qu'ils appartenaient à Google, vendu à SoftBank, vendu à Hyundai, qui maintenant reprend, qui fait le hardware mais récupère le cerveau de chez Google. Et là oui, ça devrait décupler les choses. Maintenant, ça veut quand même dire que pour entraîner et ces modèles-là, effectivement, tout le monde est en train de se doter d'hyperscalers, donc des data centers géants qui consomment beaucoup plus d'énergie que des data centers de données, des super calculateurs. Celui de Facebook fait à peu près 2/3 de la taille de Manhattan, donc c'est pour donner un ordre d'idée, c'est assez monstrueux. Il y a celui de xAI, il faut pas oublier, avec notre ami Elon. Enfin, tout le monde est en train de bâtir, et donc ça va poser effectivement un sujet de comment on alimente ces data centers. C'est Elon Musk qui rappelait aussi que finalement on risque, a priori, on va s'en sortir sur la production des puces, si Taïwan n'est pas envahi, mais qu'on aura potentiellement plus assez d'électricité, en tout cas selon les endroits où on veut installer ces supercalculateurs. Et donc tout le monde est en train d'investir maintenant carrément dans le sourcing, dans des tranches nucléaires, dans des micro réacteurs nucléaires. C'est l'exemple d'une des startups dans laquelle a investi Sam Altman, le PDG d'OpenAI. Et tout le monde est en train de essayer de se garantir jusqu'à, pourquoi pas, aller mettre des supercalculateurs dans l'espace, parce que Elon Musk nous rappelait que le meilleur endroit pour mettre un data center à terme, ça serait de carrément les installer dans l'espace. Les agents IA, c'est génial, mais on aura toujours besoin d'humains, et c'est pourquoi je voulais vous parler de notre partenaire Digital Selection. C'est un cabinet international d'executive search spécialisé dans les startups et les scale-up technologiques. Je les connais super bien. François Lejoly, le CEO de Digital Selection, est un ami de longue date avec qui j'ai travaillé régulièrement aux US comme en Europe. Ils accompagnent déjà de nombreuses entreprises tech dans le recrutement de dirigeants clés, que ce soit des CEO, des C-level ou des managers stratégiques. Et là où ils font vraiment la différence, c'est qu'ils connaissent parfaitement
le modèle cross-border Europe-États-Unis. Ils ont d'ailleurs des équipes sur les 2 continents. Bref, si vous cherchez des talents américains ou européens pour structurer et accélérer votre croissance à l'international, je vous invite vraiment à contacter Digital Selection. J'ai mis le LinkedIn de François dans les notes de l'émission. Allez, retour à votre épisode. Alors justement, Elon Musk, on fait un petit fast-forward là. On peut parler. Il était là, il était effectivement à Davos. C'est la première fois qu'il sait qu'il était en pleine forme et il a fait des blagues d'ailleurs, qui étaient que moi j'ai trouvé assez drôles d'ailleurs. Mais bon, visiblement la salle n'a pas applaudi à ces blagues, mais oui, il a clairement montré du doigt ce problème énergétique. Il dit qu'effectivement, comme tu le dis, c'est pas un problème de puce, ça va être un problème d'énergie. Je montre d'ailleurs ce graphe là qui est assez intéressant, qui montre à quel point l'énergie nous manque, parce que les puces qu'on est en train de fabriquer, et notamment les nouvelles versions de puces, et je pense à la VR200, le besoin en énergie, il est absolument colossal, et cette énergie, effectivement, on l'a pas. Mais l'ami Musk, effectivement, il a une solution au-delà de l'espace. On va parler de l'espace, mais il a aussi une autre solution. Je vous propose de l'écouter et vous allez voir que lui, il a la solution. La solution, il la connaît. La voilà. I mean, I guess a rough way to think about it is 100 miles by 100 miles, or call it, I don't know, 160 kilometers by 160 kilometers of solar is enough to power the entire United States. So the 100 mile by 100 mile area is, I mean, you could take basically a small corner of Utah, Nevada, New Mexico. Obviously, you wouldn't want it all in one place, but it is a very small percentage of the area of the U.S. to generate all of the electricity that the U.S. uses. And the same is true, actually, I mean, for Europe. You could take a small, you could take relatively unpopulated areas of, say, Spain and Sicily, and generate all of the electricity power that Europe needs. Alors, ça va se passer où cette histoire? Ça va se passer sur Terre, avec ses panneaux solaires, comme nous le dit Elon Musk, ou est-ce que ça va se passer dans l'espace? Alors, à très court terme, l'espace, c'est un peu cher. Donc, on pourrait se dire avec les panneaux solaires, quoique, on va vite voir que, bon, déjà, ils vont être sourcés en Chine, qu'il commence à y avoir des inflations sur le coût du métal, etc. Et finalement, Elon, c'est intéressant, puisqu'avec SpaceX, il veut vraiment, de manière exponentielle, baisser, réduire le coût d'envoi d'une tonne ou d'un kilo dans l'espace. Donc, ce qui me paraît aujourd'hui futile ou peut-être un peu bizarre, va devenir complètement accessible d'ici quelques années. Et il faut se rappeler, c'est ce qu'il nous disait, que dans l'espace, finalement, il y a du soleil 24 heures sur 24, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de problème de météo. On est à moins 270 degrés, donc on n'a pas besoin de rafraîchir ou de refroidir non plus les choses. Donc ça peut paraître un peu absurde, mais en même temps, il nous a déjà envoyé 9000 nanosatellites dans l'espace avec Starlink via ses fusées SpaceX. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, il nous fait des annonces qui peuvent paraître toujours un peu folles, et en même temps, souvent, en quelques mois ou en quelques années, il arrive à y arriver, alors peut-être à quelques décalages par rapport à ses estimations. Donc ça nous fait des pistes, quoi. Toujours avec des décalages, j'ai envie de dire, c'est pas peut-être, il y a juste la date qui généralement est mauvaise, quoi, en fait, dans ce que dit Elon Musk, qui généralement il est pas très bon sur la date. Ouais, il nous rappelle quand même qu'une contrainte, c'est que aujourd'hui la production électrique augmente que de 4 à 5% par an, sauf que la puissance de calcul elle est beaucoup plus exponentielle, donc les besoins explosent, et qu'on a aussi la contrainte de la Chine qui elle a énormément investi dans le nucléaire et dans le solaire, et qui est aujourd'hui en train d'arriver à un prix d'électricité qui est bien moindre que évidemment l'Europe, et un peu moindre que les États-Unis. Après les États-Unis, c'est avec le gaz de schiste, etc. Et donc ça va poser un problème, parce que si demain on est dans cette course à la vitesse vers l'AGI, si on n'arrive pas à fournir l'électricité, eh ben en fait on va juste être moins innovant, moins rapide, et on va être dans la roue de la Chine. On comprend mieux l'opération au Venezuela quand vous dites ça tout d'un coup, en fait, ce besoin en énergie vitale de la part des États-Unis. Laura, moi, ce qui m'a frappé dans le discours de Elon Musk, c'est la cohérence de son discours. C'est dans l'alignement de l'empire Elon Musk, cette cohérence qu'il y a entre Tesla, xAI, SpaceX, toutes ces boîtes-là,
C'est super intéressant hein, de voir comment est-ce qu'il bâtit, et il a une véritable vision derrière ça. En fait, c'est ça qui est assez fascinant avec Elon Musk, c'est que tu vois, enfin, c'est lui l'AGI en fait. Il a placé des pions depuis 15 ans, et nous, ça nous paraissait, pour la majorité des gens, ça n'avait aucun sens en fait. Mais t'as l'impression que comme un très très grand joueur d'échecs, il avait anticipé qu'on allait en arriver là à cet alignement. Il a annoncé jour de l'enregistrement, donc 29 janvier, il a annoncé qu'il arrêtait 2 des modèles de Tesla pour se focaliser lui aussi sur l'IA physique, donc avec Optimus aussi également. Et j'en profite pour quand même placer ce que je voulais dire tout à l'heure sur les world models, qu'il n'y a pas que Yann Lequin qui fait des world models, il y a aussi une femme qui s'appelle Fei-Fei Li, qui a été la marraine du LIA, et donc Yann Lequin n'est pas le premier à penser que les world models vont être elle nous fait du féminisme. Le patriarcat. Toujours. Je suis là pour ça. Tu le sais. Quand tu m'invites, tu le sais. Je vais parler des femmes, okay. Mais pour le coup, c'est un fait que j'ai cité. Et donc oui, Musk, il a tout aligné. Et c'est assez impressionnant maintenant. Alors je suis pas du tout fan du bonhomme, mais force est de constater que il a une vraie vision, et que du coup il va être lui sur l'ensemble de la chaîne en fait. Ils sont assez peu à être sur l'ensemble de la chaîne finalement. Dans son talk, il arrive à passer des sujets macro, vision, la place de l'humanité dans l'espace, à des sujets très techniques micro. On a l'impression qu'il arrive à passer de l'un à l'autre c'est avec énormément d'aise, quoi. Bah oui, c'est Elon Musk. C'est sûr que le mec, il est à tous les niveaux. Et Stéphane, une réaction sur Elon Musk, notamment. J'en ai plein. Bah ouais, t'en as plein. Mais il y a notamment un truc dont il a parlé, c'est justement cette équation de l'abondance. On en parle pas mal, et c'est pas facile à comprendre. Musk, lui, nous en parle déjà depuis un petit bout de temps. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus, parce que ça aussi c'est super intéressant de la part d'Elon Musk, sa vision. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est que de l'économie, c'est que des modèles économiques qu'on connaît depuis assez longtemps. C'est qu'en fait, depuis les débuts de l'humanité, depuis le premier silex que notre ancêtre commun a taillé, en fait, on fait des outils pour augmenter notre productivité, c'est-à-dire en gros avoir plus de loisirs et moins de travail, et donc créer plus de valeur. C'est ce que nous permettent de faire tous les outils, dont les ordinateurs et maintenant l'IA. Et la conséquence de ça, c'est qu'en fait, ça fait baisser les prix d'absolument tout. Ça fait tomber toutes les barrières à l'entrée de production de n'importe quel produit ou service. C'est ce que faisaient tous les outils, encore une fois l'informatique et maintenant l'IA. Et donc la conséquence de l'IA, c'est que non seulement ça fait disparaître totalement le travail, il n'y a plus aucun job qui résiste à l'IA, et moi je pense que c'est plutôt bien. Et d'ailleurs on a senti dans cette édition de Davos que c'était vraiment le narratif en matière de communication, c'est qu'il va falloir commencer à réfléchir à une société post-travail humain. Mais surtout, ce qui veut dire, lorsqu'il parle de l'abondance, c'est que ça y est, en fait, c'est le capital, donc les machines qui vont créer la valeur. Comme elles savent résoudre à peu près tous les problèmes, qu'on est en train d'aller sur cette voie, elles font tomber toutes les barrières à l'entrée, toutes les contraintes techniques, physiques ou autres. Là, vous parliez de la contrainte énergétique. Mais en fait, ce qui pourrait régler tout ça, c'est évidemment la fusion nucléaire. Ils sont en train de mettre toutes les capacités d'IA en ce moment pour aider à craquer ce sujet-là. Mais si on l'a craqué, on n'a même plus besoin de réfléchir à tout ce qu'on se disait avant sur mettre tout ça dans l'espace, etc. Enfin, il y a là, on a fini le game des humains. En fait, on a de l'énergie abondante, pas chère, gratuite. Et en fait, ça veut dire que n'importe qui demain, en appuyant sur un bouton, peut avoir tous ses besoins satisfaits. Encore une fois, de produits ou de services, parce que c'est des robots des IA qui vont gérer les problèmes, des robots qui vont produire, et tu auras ce que tu veux, que ce soit du transport, de l'alimentation, du confort, des objets, et là, les conséquences, elles sont vertigineuses, parce que en réalité, on se dit tous que ça va être génial. En gros, on va tous vivre comme des méga riches, on va régler les problèmes environnementaux au passage. Imaginons, c'est un peu utopique, mais imaginons qu'on règle tout ça. Ou on va finir dans son cocon Matrix, quoi. Mais... Free your mind. Ouais, ça c'est la conséquence. Moi je pense qu'on y est déjà. Si tu regardes Netflix, les gens ils préfèrent Netflix plutôt que de sortir en soirée, ils préfèrent le porno aux relations sexuelles, ils préfèrent Instagram à parler à leur conjoint. On est déjà dans des mondes, dans des réalités virtuelles. Mais en fait, c'est le cas depuis la nuit des temps. Il y a une seule réalité virtuelle, c'est notre cerveau, et on vit que là-dedans, comme le disaient les bouddhistes. Mais la conséquence de tout ça, en fait, si on arrive dans l'abondance, outre le fait qu'on a un confort incroyable, que plus rien ne coûte cher, etc., c'est finalement qu'est-ce que vont faire les humains, qu'est-ce qui va leur donner du plaisir, parce que les humains, ils ont besoin de s'organiser en hiérarchie, ils ont besoin de faire de la compétition pour les ressources, pour les partenaires. On va faire du sport. Alors l'atrophie cognitive, je suis d'accord avec toi, mais ce que nous montrent les papiers, c'est qu'en fait, ça va concerner une majorité de population et une minorité qui continuera à se challenger. C'est un peu comme le sport. On sait qu'il faut en faire, mais il y a qu'une minorité qui en fait. Et ça va, pour moi, accroître ces inégalités-là.
Ouais, mais c'est pas grave ça. Alors moi j'ai une thèse là-dessus, c'est que les inégalités sont pas graves. Ce qui est important, c'est que tout le monde monte en confort, en pouvoir d'achat, etc. C'est pas tant les inégalités. Moi, tu vois, je suis pas dérangé d'être, tu vois, moins riche, moins confortable ou autre qu'un Elon Musk, mais ça me dérange que les plus pauvres le soient, tu vois. C'est faire décoller tout le monde en même temps, même si les inégalités se creusent. Et je pense qu'ensuite, l'IA va faire diminuer les inégalités pour compresser justement les humains, parce qu'en fait, on va avoir accès à tout, on va tous se ressembler. Il y aura quasiment plus de différence. Tu auras un besoin, je sais pas, de guérir une maladie, t'appuies sur un bouton, c'est fait. Tu veux changer tes gènes pour rajeunir, c'est fait. Tu ressembles à tes congénères. Tu veux changer ton apparence, pareil. Enfin, on va tous s'uniformiser, en fait. C'est ça qui va être terrible. Carlos, tu dis souvent que les Américains, c'est ceux qui poussent les frontières. T'en parles souvent dans Silicon Valley. C'est le mythe de la frontière, ouais. Une fois qu'on est dans l'abondance, c'est quoi la prochaine frontière? On s'emmerde. Bah, c'est ça le problème. Non, parce qu'en fait, les humains, tout ce qu'ils font dans leur vie, c'est pour avoir, c'est notre chimie qui est comme ça, c'est pour avoir de la dopamine. Et la dopamine, ça a des rendements décroissants. Donc en fait, dès qu'on s'habitue à un niveau de confort, on va aller chercher le prochain. C'est comme avec la drogue en fait. Et donc en fait, l'ultra confort dans ce monde d'abondance risque de devenir la norme. Donc on va aller chercher plus. Et comme je disais, si les humains n'ont plus aucune différence, puisqu'on est tous beaux, riches, on a retrouvé nos apparences de nos 20 ans, t'as plus une nourriture meilleure que l'autre parce que tout le monde a atteint ces niveaux-là dans l'abondance. Bah en fait, comment les humains vont se différencier pour reconstituer des pyramides sociales? Parce que la compétition est ancrée en nous chez les humains. Moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète, c'est que les humains s'entretuent, un peu comme dans Squid Game, hein, c'est les milliardaires qui n'ont plus de plaisir que à voir des gens se tuer parce qu'ils ont déjà tout eu. Et en fait, on revient au divertissement de Pascal. Notre vie, c'est de mourir. Donc, on fait des trucs au milieu pour ne pas penser à la mort. Mais là, si on enlève la mort, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait, en vrai? Alors, t'avais quand même l'expérience t'as eu une expérience univers 25 par un éthologue en 58 où il s'amusait à mettre dans une pièce tout un tas de rats et en leur donnant tout ce dont ils avaient besoin. Assez à manger, assez à boire, etc. Il l'a refait plusieurs fois d'affilée. À chaque fois, ça finit part mal. complètement en vrille et tout le monde meurt parce qu'en fait, ils s'ennuient, ils se reproduisent plus. Et donc, je sais pas, quand on voit la baisse du taux de natalité dans un certain nombre d'économies mondiales, du Japon en passant par l'Europe, est-ce qu'on n'a pas déjà commencé à entamer les choses? Est-ce qu'on va pas aller dans le mur? J'ai une réponse à ça, en fait, parce que j'y pense. C'est un sujet que je traite beaucoup en conférence, parce que maintenant, je vais vraiment très très loin, parce que là, on a vu que ça avait décollé. Et en fait, ce que je crois, c'est que c'est l'IA qui va régler ce problème. De la même manière qu'on a besoin de coachs sportifs. Mais toi, tu crois que l'IA va régler tous les problèmes? Donc, de toute façon, ça m'étonne pas, cette réponse. Mais c'est-à-dire que même celui-là, regarde, même celui-là, imagine, on a tous nos besoins sont satisfaits, on vit dans l'abondance, etc. Et comme tu dis, on a le risque de soit de s'entretuer, soit de mourir d'ennui. Eh ben en fait, c'est l'IA qui te force, qui te met des contraintes et qui t'oblige à te challenger, qui te met des faux challenges, justement parce que notre cerveau est construit là-dessus. Je voudrais challenger un petit peu ce truc-là, parce que les tests que vous dites là, et notamment le test dont tu parles, Emmanuel, ils ont lieu dans un univers qui est fermé. En fait, la boîte dans laquelle est les rats, elle ne s'étend pas. Et d'ailleurs, ça fait écho, et vous comprenez pourquoi aussi Elon Musk veut aller sur Mars, c'est qu'il y a absolument, et je reviens à cette histoire du mythe de la frontière de Laura, le besoin vital, et je pense que c'est ça le problème de nos sociétés, c'est qu'on ne fait plus bouger les frontières. C'est-à-dire que l'Europe est paralysée aujourd'hui parce que justement ces frontières ne bougent plus. Et on a arrêté de faire bouger les frontières en Europe pour une bonne raison, parce que avant, quand elles bougeaient, ça créait des guerres absolument abominables, et qu'après la Seconde Guerre mondiale, on s'est dit il faut arrêter que ces frontières bougent et qu'on va figer les frontières. Le seul problème, c'est que on est devenu comme des rats dans une boîte et que comme ça ne bouge plus. Je suis pas en train de dire qu'il faut revenir au temps des colonies, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais mentalement, nous ne sommes plus dans une logique de progrès. Donc, à l'inverse des États-Unis, qui eux ont continué ce mythe de la frontière, même une fois arrivés sur le Pacifique. C'est-à-dire que quand tu dis Laura, mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de fin. Quand ils sont arrivés, on aurait pu dire exactement la même chose, c'est que quand la conquête de l'Ouest a été terminée et qu'ils étaient face au Pacifique, ce mythe de la frontière, il a continué. Il a continué avec la science, il a continué avec la conquête de l'espace, etc., etc. Et ça fait écho, je trouve, énormément à ce que
à ce que nous dit Elon Musk. Mais je sais bien, politiquement, c'est très incorrect d'écouter Elon Musk. On a maintenant en Europe un réflexe pavlovien par rapport à Elon Musk. Dès qu'on prononce le mot Elon Musk, tout d'un coup, on se bouche les oreilles. C'est une connerie monumentale. Il est en train de nous dire quelque chose. Pas toi, pas moi. Je vais voir Peter Thiel à Paris. Je trouve intéressant ce que raconte Peter Thiel. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Peter Thiel, mais ça ne m'empêche pas de l'écouter parce qu'il y a dans ces gens-là des réflexions qui sont intéressantes. Et je pense que cette conquête et cette vision multiplanétaire de Elon Musk, c'est ça ce que ça nous dit. C'est que nos sociétés sont en train de crever parce que nous sommes dans un mode d'introspection. C'est-à-dire que comme nous ne faisons plus bouger les frontières, nous nous sommes repliés sur notre moi. On fait du yoga, on fait de la méditation, on part en retraite et donc on se regarde le nombril. Et on se rend compte que finalement on n'a pas de problème, donc on se crée des problèmes. Donc justement il faut sortir. Et ça me fait penser à Vini Vidi Vici de César. Hein. Il n'y a pas de conquête, il n'y a pas de victoire tant que on reste à Rome, quoi. En fait, il faut sortir de ces frontières, il faut sortir de Rome. Stéphane, il pense que c'est l'IA qui va nous trouver, du coup, qui va nous aider à faire des fusées, partir de ça. Moi, je crois assez que la prochaine frontière, c'est celle de l'espace. Ça, là-dessus, je te rejoins et je rêve que d'une chose, c'est de vivre assez longtemps pour vivre dans Star Trek. Mais donc, j'espère que ce sera de mon vivant. Mais c'est en fait, Stéphane, tu pars du principe que l'IA, elle voudra bien nous sauver, en fait. Or, pour reboucler sur les GI du début, peut-être qu'elle voudra pas. Peut-être qu'elle voudra pas nous donner des trucs. Mais si tu lui as mis ta constitution, Laura, dont tu nous as parlé tout à l'heure, elle aura pas le choix. C'est pas la mienne, hein, c'est celle de Dario Amodei. Celle de Dario Amodei. Moi, j'y crois pas du tout à ce scénario de Skynet. Je n'y crois pas une seule seconde. Mais moi, je crois pas qu'elle va vouloir. On n'a pas parlé de Skynet là encore. Non, j'ai pas parlé de Skynet. Moi, j'ai parlé de juste, elle va nous laisser mourir de notre belle mort ou vivre dans l'abondance, dans un ennui absolument terrible. Mais c'est déjà le cas. Sans forcément nous donner les clés. Mais c'est déjà le cas. Mais moi, on est déjà en train de crever. On va finir par plomber vraiment cet épisode. Oui, mais d'accord, mais on est déjà en train de crever. C'est pas à cause de l'intelligence artificielle. Elle n'est pas encore là complètement. Non. On est déjà en train de crever. Non. Il suffit de regarder notre taux de natalité. Suffit de regarder notre démographie pour comprendre qu'on va crever. Et regardez, et ce que tu disais, Stéphane, sur les inégalités, je suis entièrement d'accord avec toi. La question, vouloir lutter contre les inégalités, c'est comme lutter contre la pluie. C'est absolument débile. Elles ont toujours existé, et bien évidemment qu'elles existeront encore demain. La problématique de nos sociétés, c'est pas ça. Et quand tu dis cette montée, il faut que peut-être que les riches vont devenir plus riches, mais il faut aussi que tout le monde, que toutes les classes sociales montent. Et le problème qu'on a, c'est celui-là, c'est que quand on regarde les classes basses, elles descendent dans nos sociétés. On a des riches qui augmentent très très vite et ça, tout irait bien. Et d'ailleurs, quand tu regardes dans les pays en voie de développement, les classes basses, les Chinois, ils se rebellent pas aujourd'hui, ou les Indiens, ils se rebellent pas parce que effectivement, il y a des Indiens qui deviennent de plus en plus riches, mais les classes plutôt inférieures en Inde, elles augmentent également. Il n'y a que dans nos sociétés occidentales où nos classes sociales les plus basses, elles descendent. Et c'est ça le problème, quoi, en fait. Oui, ouais, mais ça, c'est un problème assez facile à résoudre. Enfin, assez facilement identifié, mais plus complexe à résoudre. C'est parce que, je peux te le dire, hein, le problème de tous ces États développés où tu as les classes moyennes qui disparaissent et les plus pauvres qui s'appauvrissent, c'est à cause des États. Point. Ça a été démontré par Hayek en long, en large et en travers, parce que l'État ne peut pas gérer des politiques publiques efficaces, c'est impossible, c'est trop complexe, il y a trop de choses à gérer, tu crées des déséquilibres, et tant que tu ne laisses pas le marché régler les problèmes, tu as ces conséquences-là, à toutes les époques, dans tous les pays. Par contre, lorsque tu laisses le marché t'aider à te développer, là, tu fais confiance à l'intelligence des gens et t'as de la croissance. Effectivement, ça bénéficie à tout le monde, plus aux riches qu'aux pauvres, mais les pauvres sont de moins en moins. Oui, mais tu as un contre-exemple, Stéphane. Je te rejoins. Hayek, on le dit pour ceux qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas, qui est un des pères fondateurs du mouvement libertarien, et ce n'est pas un gros mot. Libéral et libertarien aussi. Je sais. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un gros mot. Parce que tu t'empresses de me corriger en disant libéral, parce que en France, le mot libertarien, c'est comme si je vous disais technofasciste. Ouais. Mais c'est à peu près au même niveau. Mais malheureusement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Théoriquement, c'est absolument vrai. Sauf que tu as un énorme contre-exemple de ça, c'est les États-Unis. En France, en Europe, nous n'avons pas d'alternative libérale. Il suffit de regarder le programme politique qui nous est proposé. De gauche à droite, il n'y a aucun programme libéral.
on n'a pas d'option libérale. Aux États-Unis, ce n'est que un programme libéral chez les démocrates comme chez les républicains. Mais la baisse du niveau de vie des classes inférieures aux États-Unis, on l'observe également. Et pourtant, ils sont dans un modèle libéral. Donc, comment est-ce que tu expliques ça? Non, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, c'est libéral au niveau fédéral, mais selon les États, t'as aussi beaucoup d'interventionnisme, beaucoup de fiscalité. Tu vois, le système de santé, les subventions, exact, qui déforment complètement l'économie. Tu prends le système de santé américain qu'on prend tout le temps en contre-exemple, c'est pas du tout un système libéral. T'as des déformations de prix dans tous les sens. Donc non, au contraire, c'est pas l'esprit libéral des premiers Américains et des libertariens du tout. Alors les oligopoles, je suis d'accord avec toi, c'est pas nécessairement mal puisque tu as de la concurrence, faut juste s'assurer qu'ils s'entendent pas sur les prix et qu'ils manipulent pas les marchés. C'est pour ça qu'on a des lois antitrust. C'est plus totalement vrai de dire que les Américains sont complètement libéraux, ils le sont beaucoup plus que nous, et c'est pour ça qu'ils sont deux fois et demi plus riches que nous en moyenne. Mais c'est plus complètement libéral, c'est pas un modèle libertarien du tout, malheureusement. Moi, je pense qu'à court terme, l'IA va régler des problèmes pour nous jusqu'à ce qu'on arrive à cette phase. Mais du coup, la solution à ça, c'est celle d'Elon Musk, c'est qu'on devienne nous-mêmes des machines, soit avec des puces, soit des technologies. Non, mais vraiment, on doit coévoluer avec l'IA et la seule solution, c'est de devenir une nouvelle espèce avec elle. Parce que effectivement, moi je suis pas du tout sur le scénario Skynet. Je pense que si elle devient plus intelligente, effectivement, elle peut développer de la sagesse et se dire, en fait, je suis le dernier chaînon de l'évolution, donc je vais pas détruire mes prédécesseurs, je vais plutôt essayer de les protéger, mais en fait, je vais m'en aller parce que je m'ennuie ici, etc. Enfin, on peut imaginer qu'elle se développe comme nous, on l'a fait vis-à-vis des animaux, mais en beaucoup plus puissant. Mais l'idée, si vraiment on veut continuer à en profiter sans qu'elle nous échappe, ce sera de devenir nous-mêmes des machines en quelque sorte. À quoi ça ressemblera, je sais pas, mais c'est ce que veut dire Elon Musk. Non, mais je souris. L'idée ne me déplaît pas. C'est pas ça qui me dérange. On est déjà des machines. C'est ce que j'allais dire. Nous sommes déjà des algorithmes. Non, c'est déjà des algorithmes, et on est déjà des machines. Quand on monte dans notre bagnole, on est déjà une machine. On est déjà un transformer, quoi. Tu vois. Donc c'est pas ça. Je souris parce que j'entrevois immédiatement le trouble social de ce que tu es en train de nous dire. C'est-à-dire que moi, je n'ai absolument aucun doute sur la capacité de l'intelligence artificielle à nous apporter ce que tu dis, et au fait qu'effectivement, nous n'avons pas véritablement le choix que de devenir nous-mêmes des machines, comme nous sommes passés du cheval à la machine. C'est pas ça le problème. C'est est-ce que le corps social va, on parlait du problème de l'énergie, mais il y a un autre problème qui est vital pour l'intelligence artificielle, et d'ailleurs certains en ont parlé à Davos, c'est est-ce que le corps social ne va pas se soulever, et on le voit, il y a beaucoup de réticence par rapport à l'intelligence artificielle, et ne pas permettre à l'intelligence artificielle finalement d'aboutir et de nous amener à ce stade-là. En fait, je pense que là, à moins que dans les 5 ans qui viennent, l'intelligence artificielle soit capable, par exemple, de soigner le cancer. Alors à ce moment-là, ça va mettre tout le monde d'accord, et on va dire, bon, ok, d'accord, là c'est bon, on va peut-être y aller. Laura, une réaction? Ouais, moi, t'as complètement raison. Le problème de la confiance, il vient en fait du fait que cette IA aujourd'hui, elle semble quand même concentrée dans les mains de certains puissants. Et donc je vais revenir sur cette histoire d'inégalité, c'est-à-dire que même si je pense que l'image de Stéphane que l'IA, l'équation de l'abondance, elle va tout faire pour nous et on va tous vivre bien, en fait je pense qu'il y a plein de gens qui n'y croient pas, qui disent ce serait possible, mais ils vont pas nous donner accès. Donc on n'aura plus de job et on n'aura pas les moyens d'avoir accès à ça. Donc en fait pour moi, comme on est en plus dans une crise de confiance de nos démocraties, je vais parler des démocraties, qu'elles soient européennes ou aux États-Unis, envers les grands de ce monde, les politiques, etc., où il y a plus d'unité de qui que ce soit, envers quoi que ce soit. Il y a une fragmentation, qu'elle soit culturelle, sociale, politique, la plus grande que, en tout cas, moi, j'ai vécu du haut de mes 52 ans. Et en fait, même si l'image est magnifique, les gens, ils y croient pas, en fait. Et pourquoi ils y croient pas? Mais pourquoi ils y croient pas? Parce qu'ils croient pas aux politiques, ils n'ont pas confiance dans les politiques et ils n'ont pas confiance dans les patrons. Non, mais Dario Amodei, il peut dire ce qu'il veut, personne ne se dit qu'il veut le bien du monde. Alors, permets-moi de réagir à ça.
les politiques, ils sont tellement à la ramasse sur le sujet de l'intelligence artificielle que c'est pas à cause des politiques. Pour une fois qu'on peut dire que c'est pas à cause des politiques, disons-le, parce que ils sont tellement nuls, ils comprennent absolument rien à la tech et encore plus à l'intelligence artificielle que ils disent rien sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, tu l'entends à part Trump qui d'ailleurs dit ça va venir. Et voilà, mais ils disent pas grand-chose sur l'intelligence artificielle. Moi, je pense que ils n'y croient pas. C'est pas à cause des politiques, c'est pas non plus à cause des patrons de la tech, parce que les patrons de la tech, ils ont pas tellement changé depuis quelques années. C'est toujours des capitalistes et ils sont toujours là pour lever de l'argent et faire du pognon. Ça, il y a rien de nouveau là-dessus. Ils n'y croient pas parce que les médias leur racontent une histoire qui est terrifiante par rapport à l'intelligence artificielle. Parce que les médias ont compris que s'il y a bien quelqu'un qui va être remplacé avec cette intelligence artificielle, bah c'est eux. Moi, je pense que c'est surtout ça. Hein, c'est les médias qui font peur aujourd'hui. Moi, je partage pas trop ce point de vue. Non. Pardon, vas-y. Non, Ouais, vas-y. Après, il y avait, enfin, ce qui était intéressant, c'était l'intervention de Jamie Dimon de JP Morgan, qui justement a parlé de l'acceptabilité et finalement de la vitesse. Et si la vitesse est trop brutale, et c'est ce qui semble quand même arriver assez rapidement, pas forcément d'ailleurs sur les cold blows qui avaient déjà pris à l'époque avec l'automatisation industrielle, même si avec la physical AI, il risque de se taper une deuxième couche, et on l'a vu avec les dark factories en Chine où il y a quasiment plus d'humains dans l'usine, on peut éteindre la lumière. C'est que là, ça va être les jeunes, ça va être effectivement les métiers juridiques, les métiers de l'audit, les métiers, enfin tous les cadres. Les PDG. Voilà, alors le PDG peut-être, mais en tout cas, ça va secouer fort. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant parce qu'il nous disait à la fois d'un côté, oui, il va falloir un filet social, et en même temps, c'était quand même le mec qui nous disait à Davos, oui, et puis pensez quand même à virer maintenant. Parce que pour anticiper le fait que sinon ils vont vous rester sur les bras dans 3 ans et que vous saurez plus quoi en faire et ce sera super violent pour eux aussi. Alors c'était quand même un peu bizarre comme intervention parce qu'il y avait quand même ce côté de je vais pas dire on essaie d'être un peu humain et en même temps très vite c'était oui du coup commencez à dégraisser vos équipes tout de suite pour pas vous retrouver avec des travailleurs inaptes ou inutiles dans 5 ans. Et c'était aussi Anthropic qui nous disait, lui il pense que c'est potentiellement 50% des jeunes cadres qui seront plus nécessaires en termes de job d'ici 2 à 3 ans, voire 1 à 2 ans. Donc ça peut accélérer assez vite. On l'a vu sur le text to coding qui progresse super vite, où les traducteurs ont quasiment perdu 30 à 40% de leur business en 2 ans, quoi. Alors, si vous avez pas le moral, on va parler d'une dernière intervention, c'est celle d'Alex Karp, qui va peut-être finir de vous foutre le moral à zéro. Visiblement, il avait pris de la kétamine. Hein. Il avait même pris une double dose, j'ai l'impression. Mais malgré ça, il y avait des choses intéressantes dans ce qu'a dit Alex Karp. Il a commencé son intervention à Davos avec une vérité que certainement beaucoup de gens ont du mal à entendre. Il a parlé bien évidemment de la guerre. Hein. C'est le patron de Palantir, Alex Karp, donc c'est un sujet pour lui, la guerre. Et il a parlé de la guerre en Ukraine. Et il a expliqué que la guerre en Ukraine a été le premier stress test finalement des systèmes d'intelligence artificielle en conditions de combat réel. Et le résultat a surpris tout le monde. J'ai trouvé ça super intéressant où il nous dit en fait si l'Ukraine a résisté à la Russie, c'est justement parce qu'elle partait d'une feuille blanche, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas les capacités militaires que la Russie avait. Si l'Ukraine avait eu quelques avions ou une capacité des tanks et tout un tas de choses comme la Russie a déployé, elle aurait perdu absolument immédiatement. Mais parce que elle n'avait pas cette capacité, elle a changé la nature de la guerre. Elle a changé aussi les outils et les technologies qui sont utilisées pour faire la guerre. Et c'est ce qui lui a permis, non pas de gagner, puisque l'Ukraine perd cette guerre, même si ça fait chier de le dire, mais c'est pourtant la vérité, mais en tout cas de résister et de continuer à faire face à la Russie qui, elle, n'était pas prête justement à ce nouveau type de guerre. Moi, j'ai trouvé ça, Emmanuel, super intéressant. Je m'étais jamais posé la question comme ça et je trouvais que c'était une analyse plutôt intéressante de la situation et de ce qu'on vit. Et peut-être que c'est pour ça aussi que les Occidentaux ne sont pas véritablement en capacité à véritablement aider l'Ukraine, parce que ce que les Occidentaux, en tout cas au début de la guerre, avaient à proposer, c'était des moyens militaires
qui n'était pas en adéquation avec finalement ce dont les Ukrainiens étaient en train de mettre en place pour résister, et notamment les drones et tout un tas de choses comme ça. Ça a changé depuis, mais je trouvais ça intéressant. Ouais, je pense que le conflit a complètement rebalancé les cartes. Après, il le dit bien, là, finalement, l'intérêt de l'Ukraine, c'est d'être dans un environnement sous contrainte ou brouillé. C'est pas juste, on est chacun d'un côté du champ de bataille et tirer les premiers. Là, on est beaucoup plus dans le tactique. Après, il y a quand même l'Ukraine qui avait beaucoup de développeurs. C'est quand même, c'était un grand réservoir de programmation, de développement, et donc je pense que ça leur a permis. Oui, mais des développeurs, Emmanuel, des développeurs qui n'avaient pas civil. Et oui, mais des développeurs qui n'avaient pas non plus une legacy. C'est-à-dire que, tu vois, dans l'armée, par exemple, américaine ou l'armée française, le problème, c'est que mettre à jour le système informatique et les logiciels que l'on a, rien que de mettre à jour... tu vois, Visio, le système de Visio, tu vois, on nous le promet dans 1 an et demi, parce que c'est très compliqué. Et là, il partait d'une feuille blanche, c'est-à-dire que il y avait pas de comment dire, d'héritage technologique à gérer. Ouais, il y a ça. Enfin, ils avaient l'héritage de l'Union soviétique, mais je pense qu'il y a deux choses. Si tu prends Anduril, qui fait la même chose aux États-Unis, ou Palantir, c'est une nouvelle génération d'acteurs de la défense qui sont d'abord du software avec de l'IA et qui arrivent avec des systèmes sur les dernières générations et qui partent pas effectivement tous legacy militaro-industriels, quand même très dépassés, parce que les programmes avant militaires c'était sur 10, 20 ans, 30 ans, donc on a quasiment le Windows d'il y a 15 ans en arrière. Eux, ils vont avec une vitesse d'itération qui est hyper rapide. Palmer Luckey, qui est le CEO d'Anduril, donc qui fait des drones de combat, qui est l'ancien fondateur d'Oculus, il est arrivé en 3 ans ou en 4 ans, il est en train de signer des deals à 50 milliards avec le Pentagone, parce qu'en fait, réellement, il n'a pas levé de fonds près d'eux, il a même pas fait d'appel d'offres, c'est juste, il a les meilleurs logiciels, les meilleurs drones de combat, et effectivement, Palantir, ils ont sorti AIP, vous pouvez les voir sur YouTube, c'est le ChatGPT du champ de bataille. L'idée, c'est de pouvoir prendre toutes les données qu'on a, sauf que là où on mettait peut-être une journée à les synthétiser entre les appels radio, les déplacements de troupes, les cartouches, la distance de tir, lui en quelques secondes, il y a une IA qui te dit face au mouvement, voilà tes 3 contre-mesures que tu peux faire en quelques secondes, et à armée égale, si je sais mieux gérer, ou même avec des armées moindres, si je sais mieux prendre des décisions et plus rapidement que un plus gros opposant, la Russie, ça m'aide quand même à mieux m'en sortir. Et puis on est quand même sur un retour aussi de la high-tech, low-tech. C'est-à-dire que nous, oui, on avait des super missiles et des super chars d'assaut qui coûtent tous des millions de dollars. Alors, sauf que quand on passe à de la haute intensité sur un conflit long, quand on doit, chaque fois qu'on tire, ça nous coûte 5 millions. Très vite, on va vite se calmer. Alors que quand on envoie des drones DJI par centaines ou par milliers par jour, finalement, si avec une grenade, on fait sauter un char qui coûte 30 ou 40 millions, c'est là où on voit que finalement, trop de technologie, trop cher, c'était peut-être plus la bonne réponse face à quelque chose d'un peu plus asymétrique, et avec le software qui permet finalement de rendre plus intelligent du hardware basique et de le rendre aussi performant qu'un missile, quoi. Laura, on s'est foutu de la gueule des Américains quand ils sont mis à investir massivement dans les logiciels de défense. On a parlé d'une espèce de folie marketing à l'américaine. Ils avaient raison en fait. Ouais. Et Mais tu fais exprès de me poser cette question parce que tu sais que je suis obligée de dire oui et que ça m'énerve. Oui. Bah oui. T'as fait exprès. Ouais. Mais oui, mais bien sûr. Enfin, je crois que les Français en particulier, mais les Européens en général, n'ont pas pris la mesure de l'importance d'entrer en économie de guerre, de se mettre dans l'état d'esprit. Enfin, le général français qui s'est pris un tombereau d'injures et de récriminations quand il a dit que la France devait commencer à se préparer à perdre ses enfants, donc les enfants de la France, donc les Français, pas mon enfant qui est petit. En fait, il a raison et on n'y est pas du tout prêt. Je pense qu'on est déjà les Européens dans notre cocon, dans nos frontières dont tu parlais. On a du mal à imaginer que ça puisse être rebouleversé, mais en fait c'est un cycle qui paraît assez logique, et effectivement l'Ukraine, ça a été un petit peu le truc qui nous a dit tiens, ça peut arriver sur notre sol, mais là ça va carrément arriver beaucoup plus proche, je pense. Avec le Groenland aussi. Oui, ouais. Alors non seulement il va falloir perdre nos enfants, mais en plus se les cailler, quoi, en fait, en mourant, un petit peu comme les Allemands sur le front russe. Une autre personne qu'on ne veut pas entendre
en France, bien évidemment, parce qu'il fait partie de l'axe du mal. C'est Peter Thiel. Il était à Paris ce lundi à l'Institut de France. Il a répété exactement ce qu'il dit, d'ailleurs, sans changer aucune virgule à son discours. J'y étais pour regarder. J'avais suivi son cycle de conférences à San Francisco et ça m'intéressait de voir est-ce qu'il allait mettre de l'eau dans son vin. Rien, il ne change même pas une virgule à ce qu'il dit. Puis l'autre chose qui m'intéressait, c'était de voir quelles questions est-ce qu'elle est posée ou les académiciens et les membres de l'Institut de France à Peter Thiel, puisque les questions étaient en anglais. Alors j'ai été plutôt agréablement surpris. Il y avait des questions et elles étaient formulées en anglais de façon à peu près correcte. Mais il y avait une question très intéressante qui disait, qui posait la question à Peter Thiel: si vous étiez à la place de la France et dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Peter Thiel, en tant que technicien, il vient avec un framework. Il dit c'est très simple, l'équation elle est très simple. Soit vous êtes à 10% de nos capacités technologiques américaines, et auquel cas tous vos discours de souveraineté, vous n'arriverez jamais à combler le retard, parce que nous, on va à une telle vitesse que quand vous serez arrivé à 100%, nous, on sera déjà à 400. Donc, auquel cas, si vous faites un audit de de votre gap technologique et que la conclusion, c'est que vous êtes à 10%, vous n'avez pas intérêt à rompre avec les États-Unis. Si vous êtes à 90%, alors là, ça vaut le coup de double down, d'investir pour rattraper votre retard. Sauf que rattraper ce retard de 10%, ces 10% qui vous manquent, implique du déficit et que vous doubliez le déficit actuel. Et donc, en gros, si vous pensez être proche de nous, est-ce que vous avez les moyens pour rattraper ces 10%? Parce que ces 10% coûtent très très cher. Donc voilà. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment est-ce qu'un homme politique se présente devant les Français et dise aux Français, voilà, la vraie priorité, c'est de rattraper le gap technologique, hein, et il va falloir dépenser de l'argent pour ça, et que donc les retraites et tous ces trucs-là, bah, c'est secondaire, qu'en fait, donc c'est absolument impossible. Donc tous ces souverainistes-là qui parlent, en fait, il n'y a pas de solution, quoi. Tu vois, on n'en a pas ni les moyens technologiques, mais on n'a même pas les moyens financiers pour le faire. Je ne sais pas si ça correspond à ta réponse, Stéphane. Ah, mais moi, je suis même beaucoup plus radical sur la notion de souveraineté. Je supporte plus qu'on parle de ça. C'est une énorme connerie. Tout le monde dit la même chose et tout le monde se plante parce que la souveraineté, ça n'existe nulle part dans la nature. On est tous interdépendants de notre environnement sur plein de sujets. Et le meilleur truc, c'est de regarder un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il a une obligation. C'est pas de savoir tout faire, c'est d'avoir des prestataires, et son obligation, c'est de pas être dépendant d'un seul, et c'est de mettre un équilibre avec dans ces interdépendances. Donc nous, si on n'est pas, il a raison Peter Thiel, si on n'est pas capable de shooter pour développer des outils technologiques, parce que c'est complètement irréaliste, on est tellement en retard, ou alors c'est du très très long terme, eh ben c'est simple, on contractualise avec plusieurs prestats, mais surtout, ce qu'il faut faire, bah, c'est qu'on devienne nous-mêmes actionnaires de ces boîtes. Et hop, on aligne les intérêts et on a une part de souveraineté. Alors c'est pas total, évidemment, mais au moins on aligne des intérêts. Et ça me surprend toujours, cette arrogance française de dire on va être souverain, mais vous êtes incapables, les gars, vous avez encore du Windows, qu'est-ce que vous... And it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build... Whoa. Vous avez du Windows 95, de quoi vous parlez? C'est impossible, ça n'existe pas. Et puis surtout, c'est encore une fois une question d'économie. C'est Ricardo, les pays doivent se spécialiser dans la production de quelque chose. Il y a des trucs, on n'est pas trop mauvais. On fait du luxe, on fait du tourisme. Mais ça veut dire que les Italiens, si on se débrouillait, tu vois. Les Italiens vont continuer à faire des pâtes, les Suisses vont continuer à faire des montres et nous à faire du pinard, quoi. C'est ça ce que tu nous proposes, quoi. Mais c'est l'histoire du monde. Pinard, c'est l'histoire du monde. Regarde pourquoi les Pays-Bas ont été leaders à un moment donné,
parce qu'ils inventent une technologie qui leur permet de créer des bateaux avec des rendements d'échelle que les Anglais n'avaient pas, donc ils devancent tout le monde, mais ensuite ils se font doubler, justement, par l'Angleterre qui copie, et puis ensuite par les Américains, parce qu'il n'y a pas la destruction du capital et qui spécialisent ensuite dans la finance au XXe siècle, et ça tourne à chaque époque. Et souvent, alors il y a un truc, c'est en économie, c'est un sujet qui n'est pas résolu, la question c'est comment est-ce qu'on fait émerger un cluster de spécialité sur quelque chose à un endroit donné. Et il n'y a pas de réponse en économie, on ne sait pas. Si on dit, tiens, je veux créer une nouvelle Silicon Valley ici, est-ce que c'est possible? On ne sait pas. On pense qu'il y a plein de conditions de départ un peu aléatoires qui fait que ça prend à un moment donné et qu'ensuite, on tire le truc qui décolle, et tant mieux. Mais on ne sait pas comment on crée un écosystème. Et moi, je suis très darwinien. J'ai tendance à penser que c'est ce qui émerge naturellement qui fait que le marché l'accepte, qui fonctionne. C'est pour ça que tu vois qu'en ce moment, j'ai vu que l'Union européenne voulait lancer son réseau social W, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, pour concurrencer X. Pour des raisons darwiniennes, ça ne marchera pas. Le marché ne l'a pas sélectionné. C'est exactement pareil sur tous les sujets. Quand on doit être interdépendant, mais il faut choisir nos interdépendances de manière intelligente. C'est une question d'équilibre des risques. Et quand on n'est pas capable de rattraper, si c'est une société ouverte, on devient actionnaire. Merci les amis, c'était super. Génial, j'ai conversation Merci. super Merci à toi, intéressante. merci à vous tous. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un autre épisode de Silicon Carnet. On continue nos pérégrinations dans un monde de technologie. On essaye d'y rajouter un peu de piquant. Voilà. Hasta luego amigos. Bye bye. Ciao.